Bonjour tout le monde. Bonjour. Les premières slides peuvent être un peu touchantes, heurtantes. Donc juste pour vous faire un petit spoiler de départ, je préfère vous prévenir que cette histoire peut peut-être vous toucher. Je m'appelle Maya, j'ai 10 ans et je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé. C'est pas facile pour moi, mais j'ai envie que les autres comprennent. Tout a commencé par un message sur mon téléphone. C'était une copine de ma classe qui me disait que j'étais moche sur ma photo de profil. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais après, d'autres enfants ont commencé à m'envoyer des messages. Tout le temps, même la nuit. Je me réveillais et je voyais encore des notifications. Des fois, c'était juste un « t'es nul », mais d'autres fois, c'était beaucoup plus méchant, comme « personne t'aime » ou « si tu disparaissais, ce serait mieux ». Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. J'ai essayé de demander, mais on me répondait juste par d'autres insultes ou des images moqueuses. Ça me suivait partout, même quand j'étais dans ma chambre. J'avais l'impression que je ne pouvais plus respirer tranquille. Au bout d'un moment, j'ai commencé à croire que c'était vrai, que j'étais nulle, que j'étais moche. J'avais mal au ventre le matin avant d'aller à l'école. Je parlais moins, même à mes parents. Je rigolais plus comme avant. La nuit, je pleurais dans mon oreiller pour pas qu'ils m'entendent. Un jour, j'ai eu tellement peur de retourner à l'école que je suis restée dans mon lit et j'ai dit que j'étais malade. Mais en vrai, c'était juste que j'avais plus envie de me lever. Je pensais à tout ce qu'ils me disaient et je me disais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'étais vraiment nulle, que personne m'aimait et que ça servait à rien de rester là. J'ai même pensé que ce serait plus simple si je vivais plus. Vous l'avez vu, vous l'avez perçu avec cette histoire de Maya. On peut dire du cyberharcèlement et de ses conséquences aujourd'hui que c'est très très rapide. Plein de gens, et donc dans notre cas des élèves, sont au courant rapidement grâce à la forte numérisation des SMS, les WhatsApp, les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, à notre âge, quand on était sur les bancs de l'école, avec mon 3310, vouloir faire un texto à toute la classe avec seulement 160 ou 180 caractères maximal, avec un français horrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça aurait été très, très compliqué de faire ça, de subir du cyberharcèlement, ou sinon ça aurait coûté très cher à mes parents. On peut aussi dire que le cyberharcèlement, il est immuable, car c'est enregistré sur tous les téléphones. On ne peut pas effacer tous les messages, toutes les images qui tournent et sont conservées sur des dizaines et des centaines d'appareils. C'est aussi omniprésent. Ce n'est plus qu'à l'école. C'est le soir, quand on rentre à la maison. C'est le week-end, la nuit, pendant les vacances. Et même si on change de collège, d'école, de ville, il n'y a plus aucun répit. On sait aujourd'hui, d'après une étude allemande de 2020, qu'un quart des victimes de cyberharcèlement ont pensé au suicide. Avant de rentrer dans le sujet, on avait quelques petites questions à vous poser pour savoir si vous connaissez bien les habitudes numériques des enfants aujourd'hui. On va vous poser quelques questions et je vais vous demander de lever la main. D'après vous, quelle est la proportion d'enfants qui se connectent quotidiennement sur le web à partir de 11 ans ? Est-ce que d'après vous, c'est en dessous de 50% ? Ok, 2 personnes. Qui pensent que c'est entre 50 et 75%. La moitié de la salle, ok. Qui pense que c'est 75% et plus. L'autre moitié, grosso modo. 99% des élèves se connectent quotidiennement sur le web dès 11 ans. C'est un chiffre qui date de 2024. Donc on peut estimer qu'on arrive aux 100%. Ce qu'on voulait vous dire avec cette info, c'est que, ok, ils se connectent très souvent, mais surtout le contenu qu'ils voient est violent, haineux, et ces contenus-là de violence pure, elles sont monétisées jusqu'à 5 fois plus. Parce qu'en fait, ces contenus violents, ils sont appréciés, ils sont partagés. Enfin, ils ne sont pas appréciés, excusez-moi, ils sont regardés, ils sont addictifs, ils sont partagés. Et du coup, ça veut dire quoi? S'ils sont partagés et vus 5 fois plus, ça veut dire que c'est monétisé. Donc, tous nos copains réseaux sociaux font exprès de les laisser parce que monétisation il y a. À retenir aussi, 6h35 de temps d'écran quotidien moyen entre les 13 et 17 ans. Je ne sais pas vous, moi je suis autour des 5 heures et je trouve déjà que c'est abusé. Là, la moyenne, elle est assez forte. Deuxième question ? Deuxième question.
À votre avis, quel est l'âge moyen auquel les enfants reçoivent leur premier portable? Alors, plusieurs propositions. Est-ce que vous pensez que c'est entre 8 et 10 ans? Allez, 10%, 20% de la salle? Ouais, entre 10 et 11 ans. Allez, 20% encore. 11 ans et plus? Non, quelques irréductibles gaulois sont encore là. Il y en a qui ont encore de l'espoir. L'âge moyen, il est de 9 ans et 9 mois en 2020. Il a évolué depuis, à la hausse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plus tard maintenant. Mais en 2020, c'était 9 ans et 9 mois. Et moi, le chiffre qui m'a intéressé là-dedans, l'étude qui m'a intéressée, c'est de dire que c'est seulement dans 11% des cas que les parents ont cédé à leurs enfants. Donc dans les autres cas, c'est les parents qui achètent un portable à leurs enfants pour se rassurer eux. Et c'est pas sur demande, comme on pourrait l'imaginer, comme moi je le croyais, sur demande ou caprice des enfants. Ça vient de la famille. Pour des raisons de sécurité, il pourra me joindre, je saurai où il est, etc. Je parie que vous l'avez eu plus tard. Certains d'entre vous n'avaient peut-être même pas entendu parler de téléphone portable à 10 ans. Je ne regarde personne. D'après vous, quelle est la proportion d'enfants exposés à des contenus violents, sexuels ou choquants avant l'âge de 15 ans? Dernière question à vous poser. Est-ce que c'est en dessous de 50%? Ok, personne. Est-ce que c'est entre 50 et 75%? On a 10% de la salle à peu près qui pense que c'est 75%? Et plus. Et plus? Ok. Vous l'avez compris, 90%, plus de 90% d'enfants sont exposés à ces contenus-là, d'après un chiffre par l'association de e-enfance. Ces images, en fait, il faut se remettre dans le contexte, elles sont ni choisies, ni accompagnées. Ça veut dire que les enfants sont laissés seuls face à leur téléphone et à la réception de ce contenu. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'en fait, on va laisser ces enfants seuls face à leur effet. Un tiers des enfants dit avoir vu une image qu'ils auraient préféré ne jamais voir. C'est assez important. J'avais listé quelques chiffres qui datent de 2023, mais je pense que ça a dû augmenter. Il y a 95 millions d'images qui sont publiées chaque jour sur Instagram. Il y a 720 000 heures de vidéos chaque jour uploadées sur YouTube. Et ça, ce qui est difficile, et ce qu'on voulait vous dire avec Émilie, c'est que nos enfants ne savent pas comment réagir, et surtout, ils n'ont pas les compétences pour se protéger. Oui, parce que contrairement à une légende qui a couru dans le monde de l'éducation, on pensait que finalement ces générations étaient nées avec le numérique, étaient nées avec un smartphone dans la main, et qu'on n'avait pas besoin de leur apprendre, qu'ils savaient. C'est le mythe des digital natives auquel on a vraiment adhéré assez facilement dans l'éducation, parce qu'on avait peur de nos propres compétences et on se disait finalement eux vont savoir, on n'aura pas besoin de les accompagner. On se rend compte aujourd'hui que c'est extrêmement faux. Il n'y a pas de digital natives et il y a seulement des générations qui sont emparées du numérique ou pas. Le numérique, il évolue constamment de plus, donc les générations se raccourcissent, on se rend compte, et en compétences numériques, elles se raccourcissent encore plus. Donc ce que savent faire certains élèves, 5 ans après, ils ne savent plus, et vice-versa. Donc il faut absolument, pour nous, s'emparer de ces thèmes et les accompagner et développer leurs compétences, puisqu'ils n'en ont pas de propre. Leurs compétences, généralement maintenant, c'est de scroller et de consommer. Ils n'ont pas de compétences de compréhension et création numérique. Rien qu'en usage d'IA, je ne sais pas si autour de vous, avec des enfants qui consomment des IA, mais c'est assez incroyable comment eux ont cette capacité de venir répondre comme étant un ami, un copain, et poser des questions comme si c'était une personne physique. Bon, bref. Ouais. Donc, on voulait pas forcément... On a fait une introduction autour du cyberharcèlement et autour de l'usage du numérique des enfants, mais nous, notre cœur du sujet, vous l'avez compris, c'est comment on va apprendre aux enfants à se protéger du numérique, à grandir avec le numérique. Parce que le cyberharcèlement, c'est, on va dire, une grande mission que nous, on va essayer de lutter, on va vous en parler, mais en fait, il y a plein de choses dans le numérique. Il y a protéger ses données personnelles, il y a savoir faire une recherche, éviter les fake news. Vous connaissez toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et donc là, le sujet, vous allez voir, c'est comment adresser cet enjeu-là.
Et avant de se lancer, une très rapide présentation. Moi, je m'appelle Estelle Landry. Je suis product manager, mais avant, j'étais développeuse .NET, ce fut un temps. Je suis speakeuse et aussi, je mentore des reconversions tech pour les femmes. Donc, ça fait partie aussi de mes casquettes. Et moi, je suis Émilie Goubin, j'étais professeure des écoles, je suis ensuite devenue formatrice, donc conseillère pédagogique pour former les enseignants au numérique, à enseigner avec et par le numérique. J'ai rejoint les équipes de Pix pour créer une nouvelle application qui s'appelle Pix Junior. Et je suis aujourd'hui formatrice premier degré à l'Université d'Orléans, donc je forme les futurs enseignants cette fois-ci au numérique. Et donc avec Émilie, on a eu la chance de travailler ensemble pendant 3 ans, parce que moi ça faisait 6 ans que j'étais chez Pix auparavant, et donc on a travaillé 3 ans sur le projet qu'on va vous présenter. La mission de Pix, qui connaît Pix dans la salle? On ne veut pas trop faire la pub forcément, mais ok. Peut-être des parents, j'imagine. La mission de Pix, c'est donc un service public en ligne ouvert à tous les citoyens et qui vise à accompagner le développement de compétences numériques jusqu'à sa certification. La certification Pix est obligatoire actuellement par décret en 3e, en terminale et en fin de licence. Chez Pix, ils ont fait passer plus de 7 millions de certifications. Et aussi, sachez que l'outil est gratuit si vous voulez tester. Il y a une compétence qui s'appelle programmation développement. Vous allez vous amuser, ça va jusqu'au niveau 7. Perso, j'ai abandonné au niveau 4 ou 5 parce que les questions sont méga dures avec beaucoup de pièges. Voilà, je tiens à le dire. Les concepteurs d'épreuves le savent. Donc on est là, vous le savez, pas forcément pour vous parler de Pix, mais pour vous parler de cet enjeu fort qui est protéger les enfants. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2021, il y avait un énorme essor du cyberharcèlement et surtout, il y a eu des suicides d'enfants qui ont été énormément médiatisés. Il y en a toujours aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une demande d'investigation qui a été faite par le secrétariat de l'État de la protection des enfants et du ministère de l'Éducation nationale. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait aucun outil, aucun moyen d'aider les enseignants à apprendre les compétences du numérique. Il y avait pas mal d'outils, peut-être que vous avez entendu parler de dispositifs de signalement, de numéros, d'appels, de soutien, mais aider les enseignants à former les enfants sur ces problématiques-là, les enseignants l'avaient compris, ils avaient un besoin, et à l'heure actuelle, il n'y avait rien en 2022. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec cette mission de faire un outil sans transition. Nouvel objectif, on voulait construire donc avec les enseignants, co-construire avec les enseignants un outil adapté aux besoins des 2,4 millions d'élèves des classes de CM1, CM2. Et donc, on s'était mis des objectifs clairs. Cet outil devait aider à la progression des apprentissages, mais il devait aussi permettre aux enseignants d'évaluer les compétences numériques des élèves, puisque ça fait partie de leur mission, et donner une vue sur le suivi de l'acquisition des compétences numériques, pour que les enseignants voient vraiment la progression et puissent adapter leur enseignement. Et donc, on est là pour vous raconter l'histoire, mais pas que. On va essayer de vous donner tout au long de la présentation aussi des patterns, ou en tout cas des bonnes pratiques autour de la conception, autour de monter le projet, autour du test and learn. Donc là, c'est un petit peu notre compte-rendu, retour d'expérience de ce qui s'est passé. Donc, au tout début, ce qui s'est passé, c'était qu'on avait un outil Pix qui était adapté pour des lycéens, collégiens, mais aussi pour des adultes. Et donc, notre idée à ce moment-là, c'est de se dire, OK, on va changer complètement de contexte et complètement d'utilisateur. Donc, surtout, ne pas reprendre l'outil. Alors que, bien sûr, tous les stakeholders chez Pix nous disaient, oh, bon, on a un outil qui marche, est-ce qu'on ne peut pas le reprendre pour les autres? Avec cet accent, pareil. Ils ne sont pas du tout du Sud, hein, ils sont parisiens. Et donc, l'idée, ça a été de dire, non, c'est des besoins complètement différents, on va aller voir les utilisateurs. Donc, on est parti d'une page blanche. On a aussi créé une équipe pluridisciplinaire. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir Émilie avec moi. On a travaillé main dans la main avec donc des data, des personnes de côté UX, design, des enseignants, des concepteurs d'épreuves, pour créer la meilleure expérience possible et créer le meilleur impact possible avec l'appli. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'avoir des objectifs qui pilotent un petit peu chaque fois qu'on allait itérer le produit pour nous dire, OK, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? En fait, la co-construction, pour nous, il fallait la penser dès le début. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir avec cet outil? Quel est l'impact? Quelle va être la problématique qu'on va essayer de lever? On va vous en parler. Et donc ça a été nos 3 grandes convictions au départ, sur lesquelles on a pris beaucoup de temps pour vraiment statuer tous ensemble. Et donc,
comment ça s'est matérialisé en termes de process produit, vous allez me dire, parce que c'est des beaux paradigmes, ce que je dis, mais comment ça s'est matérialisé? Au tout début, moi personnellement, en tant que product manager, je me suis dit, OK, c'est un projet génial, mais on peut aller partout. En fait, on peut faire tout. C'est génial comme projet. Il y a la partie enseignant, la partie élève, il y a la partie apprentissage, la partie évaluation. Il y avait plein de choses. Et donc, c'était important pour nous d'avoir une vision claire produit et de s'aligner, nous tous, autour de cette vision. Même les stakeholders qui ont un accent du Sud, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, on a fait une proposition de value, c'est-à-dire qu'on a listé pourquoi on faisait le produit et pour qui. On est venu lister des objectifs chiffrés. En l'occurrence, nous, on est venu chiffrer la progression dans l'outil. Pas forcément les compétences que présentent les élèves, mais plutôt la progression que va apporter l'outil. Et on va venir faire un petit business model canvas. Qui connaît d'ailleurs les business model canvas? Très rapidement. OK. C'est assez simple. En fait, c'est une grille qui permet de savoir rapidement s'il y a une viabilité dans le produit. Est-ce qu'on va investir du temps? On va venir lister les segments qu'on va venir targeter, les canaux. Est-ce que c'est des outils scolaires, les plateformes numériques, avec quoi on va venir essayer de proposer l'outil. On est venu lister les ressources clés, les partenariats, bref. Et tout ça, ça nous a fait une phase où, en co-construction, on a posé la vision du produit et on est venu dire, là, on sait où on va. Deuxième étape, comprendre les besoins. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'outils pour les enfants avant ces dates-là. Donc, savoir comment un enfant va prendre une UX, va comprendre l'une UI, qu'est-ce qui va être destructeur pour sa compréhension, comment il lit des textes, des consignes. Tout ça, personnellement, j'avais zéro idée de comment ça se passait. Donc, c'est pour ça qu'avec Émilie, on avait déjà les compétences fortes d'Émilie et des personnes qui étaient avec nous, mais surtout, on a fait des panels utilisateurs dans toute la France. Au total, 250 enfants rencontrés, une vingtaine d'enseignants. D'ailleurs, à Fondette, à côté, que vous connaissez sûrement, l'école de Fondette. Il y avait, à Tours, on est allé... On est venu plusieurs fois à Tours, on a fait toute l'agglo. On a fait Fondette, joué les tours. Voilà. On est parti à Marseille dans des reps aussi. On est parti à Paris. On est parti à Lyon, à Nice. Enfin bref, on a fait un peu le tour pour savoir quelles étaient les compétences actuelles et quelles étaient les frictions de nos élèves et de nos enseignants. C'est très important parce que ça vient nous permettre de construire des user journées classiques, de qu'est-ce qui se passe dans la classe. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les développeurs sont venus en panel aussi avec nous, projet. Et enfin, on a construit des personas pour regrouper un peu nos utilisateurs. Et dernier truc qu'on a fait, ça va vous paraître sûrement très logique, on a fait un mapping entre les attentes de nos utilisateurs et qu'est-ce que le produit viendrait apporter à ces attentes. Sans parler de fonctionnalité. Je vous vois de suite, ingénieur que vous êtes. Oui, mais du coup, c'est quoi comme fonctionnalité? On va développer ça, ça. Non, c'est la réponse de l'outil. C'est l'impact, c'est la valeur que vous allez mettre dans l'outil. Donc, un des premiers points qu'on avait vu, peut-être Émilie, tu veux nous en parler côté enseignant? Les enseignants nous disaient beaucoup, surtout ceux qui avaient besoin d'accompagnement, qui n'étaient pas forcément à l'aise en numérique, disaient mais moi, je ne peux pas avoir tous mes élèves en numérique en même temps, pour plusieurs raisons. Déjà, je ne suis pas à l'aise et je n'ai pas le matériel. J'ai 28 élèves, je n'ai pas 28 PC dans la classe. Donc forcément, je ne peux pas faire de numérique. C'est une première barrière. Donc ce que l'on s'est dit en premier, c'était que notre plateforme, elle devait être utilisable en autonomie par les élèves pour que l'enseignant puisse mettre un petit groupe sur la plateforme pendant que lui s'occupait du reste de la classe. Donc c'était premier point, autonomie. Et du coup, nous, ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on voulait une plateforme où en fait les enfants peuvent se débrouiller seuls sans l'aide du prof, où ils disent ah mais monsieur ça marche pas, ah je suis bloqué monsieur, ou madame je comprends pas ce qu'on m'a écrit. Donc vraiment c'était des KPI qu'on a de suite mis en place, qu'on était en panel utilisateur, on essayait de voir le nombre d'enfants qui demandaient de l'aide à l'enseignant. Parce que ça, pour nous, c'était s'il y avait, je sais pas moi, plus de 5 élèves qui étaient bloqués, ça veut dire que l'enseignant, il coupe ce qu'il est en train de faire dans son TD et il va venir aider. Donc, grosso modo, c'est loupé pour nous, ça veut dire que notre contrat était pas rempli. Et enfin, dernière étape côté produit, ce qu'on est venu faire, on est venu faire une user story mapping, c'est-à-dire qu'en fonction de tous ces besoins que vous avez, toutes ces réponses de Pic Junior, on est venu essayer de les lister, de les découper. Mais surtout, on a fait un truc, alors ça paraît encore une fois un peu logique, on a fait une matrice risque et valeur. Est-ce que vous connaissez ça? C'est lié au Lean UX. Ça vous parle? Oui, quelques-uns d'entre vous. Pour vous donner un exemple,
J'ai pris ce graphe de Jeff Gosseless, qui est assez connu, qui a écrit des livres sur le lean, qui dit, en gros, à gauche, vous avez ce qui a le plus de risques. D'accord ? Donc à droite, le moins de risques. En haut, vous avez ce qui a le plus de valeur pour notre produit, pour l'utilisateur, et en bas, ce qui a le moins de valeur. Et lui, ce qu'il dit, Jeff, il dit, OK, tout ce qui est là, je vais le prioriser d'abord. Ça va être ce sur quoi je vais focaliser. Parce que quand on lance un nouveau produit, il faut lever les risques. Parce que faire des choses où il y a beaucoup de valeur, mais il n'y a pas de risque, on les fera. Dans une roadmap, elle passe toujours ses US, ses épiques. On s'en fiche. Par contre, ce qu'il dit aussi, Jeff, c'est qu'il dit que, OK, tout ce qui est là, on les fait pas. Non, on les fait pas. Et si un jour, ça revient, ça change, OK. Mais c'est quand même intéressant à avoir comme philosophie, c'est de se dire, on ne va pas délivrer la feature pour délivrer de la feature, on va venir délibérément réduire le risque, mais pour les fonctionnalités qui ont le plus de valeur. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'avec un user story mapping, après, on a pu prendre les tickets qui étaient dans la zone violette que vous avez vue, et on les a découpés en plus petits bouts possibles, et on est venu avoir nos itérations préfaites petit à petit. Si vous voulez user story mapping, j'ai mis un petit lien d'un blog post de Pablo Parno qui est super intéressant si vous voulez le faire un jour pour vos découpages en sprint, c'est très agréable. Donc voilà. Juste pour finir, le cycle produit chez nous, c'était une vision sur laquelle on établit un socle et ensuite beaucoup d'allers-retours entre la compréhension des besoins et des expérimentations. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dès qu'on avait une hypothèse qu'on listait suite à nos panels, on essayait de créer la bonne feature qui allait correspondre. Dès qu'on avait une version minimale du minimal, on allait interroger nos élèves, avec Émilie, avec toute l'équipe, avec les enseignants, et on essayait de voir avec nos KPI si oui ou non la fonctionnalité était positive ou pas, si ça allait valider nos KPI ou pas. Mais assez parlé produits, on va peut-être faire un focus maintenant sur les hypothèses d'apprentissage, parce que ce qui fait le cœur de Pix, finalement, de Pix Junior, ça a été ce combo apprentissage, comment aider les enfants à apprendre et à comprendre le numérique. On est parti de 4 hypothèses pour travailler ce produit en se posant des questions avec nos objectifs, l'autonomie, travailler pour les enseignants, etc. Notre première hypothèse reprend ce qu'on a dit tout à l'heure sur les digital natives. Ils ne sont pas des digital natives, mais on l'a vu sur le terrain, ce ne sont pas non plus des pages blanches. On a rencontré des élèves qui étaient youtubeurs et qui avaient des pratiques de montage vidéo très avancées. Il y en a plein qui ont des compétences. Bon, il avait 13 abonnés. Hein. Oui, mais il faisait beaucoup de vidéos. Ouais, il faisait beaucoup. Et donc, il ne faut pas partir du principe qu'on va devoir tout leur apporter, puisque c'est comme ça qu'on ennuie les élèves. Donc, on a été vérifier ce que savaient les enfants. C'est notre principe de base en pédagogie. On commence par évaluer les compétences des enfants pour pouvoir adapter son apprentissage et les amener dans une zone de développement de compétences, qu'on appelle la zone de développement, proximale de développement. Et donc, il faut pour ça prendre en compte les acquis des élèves. Notre deuxième hypothèse, c'était lié à l'autonomie. Il faut maintenir l'engagement des élèves. L'engagement en pédagogie, il est lié à l'autonomie. Un enfant ou un apprenant qui ne s'engage pas dans la tâche ne va pas pouvoir persévérer et il ne va pas adapter ses comportements, parce que apprendre, c'est adapter ses comportements pour en accepter de nouveaux. Et on continue à s'engager, à persévérer, etc. Si on ne maintient pas ce cycle, les enfants vont se désengager, ne plus s'intéresser à l'outil et aller interpeller leurs enseignants pour leur dire qu'ils s'ennuient. Et là, c'est le drame pour nous. Et là, c'est le drame. Donc la motivation passe par ces biais-là d'engagement et de persévérance dans ce que l'on est en train de faire dans la tâche. Du côté du scolaire, les élèves, ils n'ont pas trop le choix. Le maître ou la maîtresse ont dit qu'il fallait faire l'exercice, donc ils le font, même s'ils ne sont pas très motivés. Nous, on ne voulait pas passer sur ce biais qui était, comme c'est le maître ou la maîtresse qui diront de le faire, on ne va pas forcément, les enfants n'auront pas le choix. Non, on avait vraiment voulu qu'eux soient motivés, qu'eux soient engagés dans la tâche en dehors de cette motivation de l'enseignant. Il y avait même une stratégie, c'était que du coup, les enfants soient les meilleurs avocats du produit. Parce que si eux veulent en faire, ça veut dire que l'enseignant va aussi être beaucoup plus impliqué dans la réalisation de l'outil.
on avait aussi une hypothèse sur la pertinence de l'évaluation. Vous l'avez vu, dans les missions de l'enseignant, il y a l'évaluation des compétences. Et spécifiquement pour les compétences numériques, l'enseignant doit savoir ce qu'il développe comme compétences chez ses élèves. Donc, il a besoin d'avoir une vision claire de la progression de chaque élève et de pouvoir le retranscrire pour ses collègues de l'année d'après. Donc, il fallait qu'il soit sûr qu'avec l'outil qu'on proposait, il n'ait pas à refaire, lui, une évaluation derrière pour savoir où en étaient les élèves. Ça fait partie des besoins dans notre tableau de tout à l'heure. Les enseignants nous en disent, on ne sait pas comment évaluer, on a besoin que vous nous aidiez là-dessus. Et le dernier, c'était maintenir le sentiment d'auto-efficacité. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est une croyance qu'on a tous de notre capacité à réussir une tâche. Donc c'est un psychologue qui l'a fait, Bandura, en 1982. Et c'est très très long. C'est pas de la confiance en soi. C'est deux choses différentes. On peut avoir tout à fait confiance en soi et être quelqu'un d'assez solide et arriver devant une tâche et dire là, j'y arriverai pas. Parce que la tâche semble trop dure, parce que j'ai pas les compétences, parce que j'ai mal dormi, peu importe. Le sentiment d'auto-efficacité, on a prouvé que si vous engagez dans une tâche sans avoir ce sentiment, vous avez beaucoup plus de chances d'échouer la tâche à compétence égale. Donc, en particulier sur les élèves, il y a plein d'élèves qui disent « Ah, le numérique, c'est trop dur, je vais pas y arriver ». Et on reprend tout notre fil de tout à l'heure, ils ne vont pas être motivés, ils ne vont pas s'engager dans la tâche, ils ne vont pas persévérer, ils ne vont pas adapter leur comportement. Donc notre but était vraiment que tous arrivent sur la plateforme en se disant « Oui, ça, je sais que je peux y arriver. Je sais que ça va s'adapter à mon apprentissage et que ça va correspondre à ce que j'ai besoin d'apprendre. » D'ailleurs, tu m'avais parlé d'une étude où je crois il y avait imaginé 2 classes différentes avec les mêmes compétences des deux côtés. Et il y a une classe, on leur a dit « Oh, vous allez voir, c'est super simple le test, vous allez y arriver, ça va être génial. » Et l'autre classe, on leur a dit « Ah, vous allez voir, c'est un peu difficile, enfin, vous n'allez pas y arriver, c'est compliqué. » Et ben, bizarrement, ceux avec qui on leur avait dit « Waouh, vous allez y arriver, 80% ont réussi. » Et ceux aux mêmes compétences égales, hein, et ceux où on leur avait dit « Ah, ça va pas passer, vous verrez, c'est dur », il n'y a que 20% qui ont réussi. Donc en fait, il faut imaginer que ce biais, ce pattern-là, il est fort. Moi, ça m'arrive tout le temps au badminton. Quand je me dis « Oh purée, il est super dur, lui, j'arrive à arriver à le gagner », ben, au final, j'y arrive jamais. Alors que des fois, quand je suis meilleure position, vous en foutez de me parler de mes cours de badminton, mais pour vous dire que vous avez aussi ça pour vous, pour des choses très basiques sur du sport ou sur des compétences. Et c'est surtout ces expériences, on les reproduit sur des centaines et des centaines de personnes. Pas juste une classe, mais à chaque fois, ça donnait un 80-20. Donc c'est vraiment très très fort. Et il y a quelque chose qu'on voulait vous parler surtout. Et donc dans ce sentiment d'auto-efficacité, il y a nous, on sait en tant qu'enseignants qu'on doit mettre des gestes professionnels en place pour lutter contre ça et pour que les enfants aient confiance en eux, développent un sentiment d'auto-efficacité, etc. Et dans les biais qui peuvent affecter le sentiment d'auto-efficacité, il y a les biais sociaux autodévalorisants. À l'intérieur. Donc le fait de se dire, moi je viens d'un milieu défavorisé, je ne vais pas réussir comme les autres, c'en est un. Le fait de se dire, moi je suis une fille, je suis nulle en maths, je suis nulle en numérique, fait grandement chuter les filles en mathématiques et en numérique en général. Donc on a eu dès le début cette attention particulière pour avoir des exercices et que tout soit pensé pour que les filles se sentent autant impliquées et développent peut-être même plus que les garçons, leur sentiment d'auto-efficacité sur la plateforme, parce que les garçons, ils l'avaient bien. En panel, ils arrivaient devant l'ordinateur en disant « Moi, je maîtrise ». Les filles, elles disaient ah, « J'ose pas, j'ose pas, j'ose pas ». Donc, c'était elles qu'on allait observer en priorité pour qu'elles aient ce sentiment d'auto-efficacité qui leur permettait de réussir et qui va après s'auto-alimenter. Plus on réussit, plus on croit en soi et plus on continue. Ça, c'était nos hypothèses. Maintenant, on peut vous parler peut-être un peu plus du produit, très rapidement. Comment on l'a mis en place, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, on ne fera pas un focus fort dessus, mais si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à venir nous voir après si vous voulez en savoir plus. Côté enseignant, on a mis une plateforme qui s'appelle Pixorga, où en fait rapidement on retrouve les missions, donc là en l'occurrence celle qu'on a créée sur lutter contre le cyberharcèlement, et on a permis, vous savez, on a parlé d'évaluation, que c'était important pour les enseignants. Ben, très rapidement, on voit qui a débuté la mission, et dans la partie résultats, on va aller voir très rapidement les scores de chacun. Ce qui était très important pour nous, c'était aussi en classe, l'enseignant, lui, il veut voir qui est en difficulté et qui ne l'est pas. Parce qu'après, il a des actions de remédiation pour ces élèves qui sont en difficulté.
la plateforme, on ne voulait pas qu'elle remplace l'enseignant. On voulait juste donner une visibilité accrue et pertinente pour l'enseignant pour pouvoir l'aider à dire « Ok, ce sujet, il est acquis par ma classe, ce sujet, non. Sur ce sujet-là, il y a certaines élèves qui ne l'ont pas, etc. » Et pareil, je fais un focus sur ça, mais Émilie a fait des super fiches pédagogiques. En gros, ces fiches-là permettent à l'enseignant, s'il n'a pas les compétences en informatique, de se rassurer, d'avoir un élément un peu plus détaillé de ce que c'est le cyberharcèlement, comment se protéger. Et il y avait même des activités non connectées pour essayer d'éviter de passer son temps sur le PC pour essayer d'apprendre le numérique. Il y avait des choses qui pouvaient être faites également en non connecté. Notre idée, c'était de faire monter les enseignants en compétences en même temps que les élèves. Donc, dans cette fiche, il y a des compétences pour eux, il y a des activités pour les élèves, il y a des idées de remédiation, il y a même des idées pour les élèves qui vont trop vite, qui vont trop loin, qui savent déjà beaucoup. On a mis un QR code à la fin, si vous voulez aller voir, on vous le partagera. Et surtout, côté élève, comment ça se passait l'appli, je n'en ai pas trop parlé, mais l'authentification pour les élèves, c'est un sacré sujet. Ils ont CM1, CM2, 9-10 ans, un mot de passe ultra fort, imaginez, hein, c'est très compliqué. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a un petit peu copié des applis qui étaient déjà présentes pour des très jeunes, comme Lalilo, que vous connaissez peut-être. C'est qu'en fait, on est venu faire de l'authentification basée sur de la reconnaissance. D'abord, ils cliquent sur leur classe, après, ils cliquent sur leur prénom. L'enjeu, c'était de ne pas trop donner d'informations personnelles de trop de l'élève, mais en même temps qu'il puisse lui faciliter très très vite. Il y a l'État qui est en train d'améliorer, on va dire, son système d'identification, d'authentification, qui veut mettre pour ces populations-là des mots de passe, vous savez, de reconnaissance d'image. Genre, je choisis écureuil, arbre et vague, ben ça, c'est mon mot de passe, dans cet ordre-là. Donc ça arrive, c'est juste que là, pour nous, avec le fait qu'on n'avait qu'un an et demi pour lancer une appli, on a fait de la reconnaissance. Et donc l'élève arrive de suite avec des cartes où c'est des petites missions qui vont durer entre une dizaine de minutes chacune et où l'enseignant va pouvoir les activer, les désactiver en fonction de qu'est-ce qu'il veut travailler. Là, vous avez un exemple d'une épreuve, donc c'est à l'intérieur de la mission cyberharcèlement. Vous avez plein de petites épreuves qui, on verra après, s'adaptent au niveau de l'enfant. Et donc, on a un exemple d'épreuve où on a une illustration, et les illustrations ont été particulièrement travaillées pour être en accord avec la compréhension. En fait, l'illustration la règle d'or, c'était les illustrations, n'est jamais là pour faire joli. Elle doit permettre de soutenir le texte et que si l'enfant n'a pas un mot dans la phrase, l'image va lui permettre de compenser sa compréhension. On a beaucoup travaillé sur les consignes. Au début, elles étaient en un bloc et on a fait des consignes avec un contexte et une consigne opérationnelle avec une question directe. On a beaucoup travaillé tout l'environnement, ça tu le diras mieux que moi. On a mis en place de l'oralisation pour les enfants qui avaient certaines difficultés de lecture ou de compréhension du français. Donc là, on ne le voit pas, mais on a mis en place des oralisations à chaque élément où il y avait du texte. On a fait attention à l'accessibilité. T'as un problème de micro. Oui, je pense. Tous les produits que l'État fournit doivent être accessibles, donc on avait une exigence aussi dessus. Ça, vous ne le voyez pas, vous n'avez qu'à nous croire. Non, et autre chose aussi qui était important pour nous, et vous les avez peut-être vu, c'était ces personnages. Donc on parlait tout à l'heure des biais. Une des manières de lutter contre les biais sociaux autodévalorisants, c'est de pouvoir s'identifier, de pouvoir se reconnaître, d'avoir l'impression que l'outil nous parle. Et donc, on a créé une cohorte de classes, donc ce sont des élèves de CM1, CM2, qu'on présente à chaque fois en fait aux enfants. Dans chaque mission, il y a 2, voire 3 élèves dans une mission. Donc, vous imaginez bien que notre petite Maya, que vous retrouvez là, elle est dans la mission cyberharcèlement et on va aller l'aider à se protéger. Et donc voilà, dans chaque mission, on a des personnages. Tous ces personnages ont une personnalité, ont des compétences, sont forts des fois en maths, des fois en français, des fois en sport. Ils ont des centres d'intérêt et on essaye que les enfants puissent s'y reconnaître, soit par leur diversité physique, soit par leur diversité de centres d'intérêt, etc. Et on a créé autour de ça une école. Donc on a le compagnon, petit junior, qui accompagne les enfants dans toutes les
dans toutes les épreuves qu'ils vont rencontrer. Et l'idée ici, c'est que quand les enfants sont en difficulté, en fait, c'est les personnages qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à avoir la compétence numérique. Et comme ça, l'élève n'a pas la charge émotionnelle de l'erreur ou de la difficulté, et lui va aider un personnage, ce qui est beaucoup plus difficile pour certains élèves en difficulté qui vont se retrouver tout à fait bloqués en face d'une erreur, ou enfin, quand ils sentent qu'ils vont faire une erreur, là, c'est pas eux qui sont en difficulté, c'est le personnage a besoin d'aide. Veux-tu aller lui expliquer comment faire ? Donc voilà. Et on essaye de tourner toutes ces activités vers le collège pour préparer les élèves de CM1, CM2 à leur entrée au collège. Donc voilà. Voilà un exemple de nos personnages qui se retrouvent en difficulté sur le cyberharcèlement. Ce sont les deux petits compagnons de Maya, pardon. Ça, c'est Lola et Tao qui ont vu que Maya se faisait cyberharceler et vont aller demander de l'aide à Junior. Et dans les épreuves qui vont suivre, Junior va leur expliquer comment se protéger du cyberharcèlement. Et donc, eux vont pouvoir revenir aider Maya à la suite de cela. Si on ouvre un petit peu le capot de ces missions, on a inventé un algorithme d'évaluation, mais également d'apprentissage. Je vais laisser Émilie vous présenter. Je vous l'ai dit, on a vu tout à l'heure que les enfants ne sont pas une page blanche. Donc en pédagogie, on arrive toujours avec une évaluation diagnostique. On vérifie ce qu'ils savent faire pour pouvoir leur adapter notre apprentissage. C'est ce qu'on a voulu faire ici. Donc on a créé un algorithme qui part... Chaque mission va partir d'une compétence que l'on veut développer chez les enfants. Une compétence... Pour la schématiser à grosse maille, c'est un savoir et un savoir-faire. Je sais faire ça et je sais l'appliquer sur une tâche. Donc, on a séparé chaque compétence en notions et tâches à réaliser. L'élève va d'abord rencontrer des activités que nous disions de validation. C'est l'évaluation de ses compétences. On va vérifier s'il a la notion. Est-ce que tu connais le cyberharcèlement ? S'il y arrive, on va aller vérifier s'il sait s'en protéger. Si l'élève ne sait même pas ce que c'est que le cyberharcèlement, on va lui proposer des activités dites d'entraînement, c'est-à-dire on découpe la notion en plus petites notions, en questions plus simples, pour voir si c'est juste un problème de mémoire, s'il doit réactiver, si finalement il lui manque très peu et en voyant les questions, ça va revenir. S'il n'arrive pas à l'activité entraînement, on va l'amener vers une activité didacticielle, celle où il va aller demander au robot un coup de main. Et là, ce ne seront que des activités d'apport pédagogique, d'apport théorique, une vidéo, des exercices impossibles à rater en fait. On fait avec l'enfant pour qu'il comprenne en réalisant l'exercice ce que l'on attend de lui et qu'il commence à concevoir un peu la notion. Et une fois qu'il a réalisé le didacticiel, on lui représente les activités d'entraînement, il s'entraîne, ça lui permet de fixer un peu l'apprentissage et on revérifie avec l'activité de validation qui revient à une petite éval. As-tu compris ce qu'on vient de t'apprendre ? Oui, tu files. On a aussi vu des enfants qui étaient en difficulté, qui découvraient certains, par exemple sur les données personnelles, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas forcément tous très très à l'aise avec les données personnelles. Donc tous, qui ne l'est pas, tous chutaient, allaient vers le didacticiel, puis quand on leur demandait mais comment peux-tu protéger tes données personnelles ? Il fallait qu'ils découvrent, donc ça prend un certain temps. Et certains enfants, pas forcément sur les données personnelles, ont déjà de grandes compétences numériques et du coup se retrouvaient à s'ennuyer. C'est pour ça ils allaient très très vite sur la validation et c'est pour ça qu'on a créé ce défi, cet approfondissement. Pour les enfants qui savaient déjà, on allait leur donner des épreuves de défis, de challenge avec de l'implicite dans un autre contexte où il fallait aller chercher des indices. Ces épreuves sont plus longues. Elles ne sont pas... C'est pas grave s'ils les échouaient parce que nous, on savait. Ils avaient atteint la compétence. On savait qu'ils avaient bon, mais on avait essayé de les emmener un peu plus loin. Et donc, l'idée étant que les enfants qui avaient besoin de didacticiel ou les enfants qui allaient au défi finissent à peu près en même temps pour revenir à cette autonomie de l'élève, pour ne pas que l'enseignant se retrouve avec des élèves qui avaient fini en 5 minutes pendant que d'autres avaient besoin de 20. Et ça, c'est grâce au panel. Vous savez, quand je vous ai dit qu'on allait toujours retester, on était trop fiers de cet algo, là, les 2 premières parties. On s'est dit, ouais, chouette, on va tester. Et puis, on a vu qu'on avait les 3/4 de la classe qui avaient fini en 3 minutes une mission, certains en 10. Et on se dit, on a un problème, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait des 7 minutes restantes pour les 3/4 de la classe ? Et c'est là où, en fait, en panel, on s'est dit, OK, on va venir faire ce défi. Pareil, au début, on laissait l'enfant monter-descendre en boucle.
Il n'y avait pas de porte de sortie. Et il y a certains enfants, ben, malheureusement, ils étaient dans cette boucle et ça a duré plus de 20 minutes des fois. Et du coup, on a dû mettre en place une boucle de sortie. Au bout de la deuxième descente, on le mettait sur une fin et du coup, on avertissait le prof qu'il y avait besoin de remédiation pour cet enfant. Je reviens sur le concept de zone proximale de développement. Tu veux que j'explique le concept de zone proximale de développement? J'allais faire même ton... T'aimes bien quand j'explique. Voilà. Donc imaginez, on a tous une ZPD, d'accord? Les zones proximales de développement. Oui, d'accord, mais là, tu n'es pas dans ta ZPD, dans ta zone de confort. Là, je suis dans ma zone de confort. Imaginez, j'ai un retour de moi et j'ai une zone de confort. Donc, Émilie, qu'est-ce que c'est la ZPD? Alors, ta zone de confort, c'est tout ce que vous savez faire sans difficulté, que vous avez appris, vous maîtrisez, vous êtes à l'aise. C'est confortable, mais un peu ennuyant. Ok. Et tout au loin, vous avez tout ce que vous aimeriez faire, mais c'est inaccessible. Il vous faut des études, il vous faut des explications, et c'est vraiment très très loin. Donc la porte verte là-bas. Là-bas. Et entre les deux, on a la zone proximale de développement. C'est une zone où vous avez des compétences accessibles avec guidage ou aide. Vous n'allez pas y arriver tout seul, mais avec un outil, avec un enseignant, avec un parent, avec quelqu'un qui s'y connaît, on va pouvoir accéder à cette zone proximale de développement qui, au bout d'un moment, va devenir votre nouvelle zone de confort. Exactement. Donc, il faut imaginer notre cercle d'un mètre autour de nous dans lequel on se jette. Et si après, j'ai acquis le savoir et le savoir-faire, je peux dire que c'est ma nouvelle zone de confort. Et petit à petit, je vais me diriger vers la porte. Tout à fait. Donc ça, c'est les théories de Vygotsky. C'est vraiment une théorie fondatrice de l'école et sur laquelle on s'appuie vraiment, tous les enseignants s'appuient pour déterminer justement quelle est la zone de confort d'un enfant, quelle est sa zone proximale de développement. Et si on vous propose une activité qui est en dehors de votre zone proximale de développement, vous allez vous décourager. On revient sur l'engagement, la motivation, etc. Et à défaut, si vous voulez apprendre et que vous restez dans vos zones de confort, moi, Duolingo, c'est ça en ce moment avec l'anglais, j'en peux plus. Je suis trop dans ma zone de confort, je me dis, mais c'est quoi la suite? Ben, ça aussi, malheureusement, l'engagement, il n'est pas fort, quoi. C'est pour ça que c'était extrêmement important de commencer par vérifier avec une activité de validation si l'enfant était dans une zone de confort ou pas, parce que sinon, il s'ennuyait, il n'apprenait pas et il n'avait pas envie de revenir. En classe, on dit souvent que les enfants les plus difficiles à gérer, c'est ceux qui s'ennuient. Donc là, notre idée, c'était surtout, il ne faut pas qu'ils s'ennuient sur la plateforme, il faut qu'ils aient l'impression, qu'ils apprennent, parce que ce n'était pas une impression, on l'a vu. Ben justement, sans transition, est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'après tout ce qu'on vous a dit, est-ce qu'ils ont appris? Déjà, avant de savoir ça, on est assez fiers dans l'équipe, parce qu'en fait, on a eu 0 communication et aide du ministère de l'Éducation nationale, même si on a eu du budget. Et malgré tout, grâce aux bouche à oreille, en 1 an de tests et de déploiement, on a eu plus de 923 écoles activées l'année dernière, plus de 15 000 élèves actifs sur la plateforme qui ont au moins fait une mission. Et surtout, on s'apercevait qu'à chaque fois qu'on déployait une nouvelle mission, tous les mois, les enseignants revenaient la jouer. Donc il y avait quand même cette action d'engagement et de vraiment d'avoir aimé les missions et de vouloir tester à nouveau. Sans obligation. Parce que bien sûr, c'était que par engagement personnel qui faisait ça. Oui, pardon. Je prends un autre accent ou pas? Non, peut-être pas. Hein. On se rend compte que les élèves n'ont pas les bons codes pour aller sur Internet alors qu'ils pensent les avoir. Ça, c'était des enseignants qu'on allait voir et qui nous disaient « Mais vous pouvez venir tester dans ma classe, les enfants sont super bons en numérique, donc vous allez voir, ça va être bien. » Et la chance qu'on avait, c'est quand on allait tester, les enseignants pouvaient rester pour nous dire ce qu'ils pensaient de la plateforme, donc ils ne prenaient pas le reste de la classe. Et ils se rendaient compte qu'en fait, les élèves ne savaient pas faire, par exemple, une recherche sur Internet, ne comprenaient pas la notion de mots-clés, etc. Et les enseignants eux-mêmes ont pris conscience et ont déconstruit ce mythe des digital natives, en disant « Ah, en fait, si je ne suis pas là pour leur apprendre un mot-clé, ils ne vont pas y arriver. » Et faire une recherche sur Internet, ce n'est pas inné. Et côté impact, est-ce qu'on y était alors à cet apprentissage-là? Au total, 82%, l'entraînement a permis à 80% des élèves de progresser. Vous vous souvenez, il y avait la validation et en dessous de l'entraînement. C'était intéressant pour nous d'avoir ce chiffre parce que ça veut dire que le niveau entraînement aidait les enfants à remonter et à passer la validation. Donc pour nous, c'était génial. Ça veut dire qu'il avait compris grâce aux questions, qu'il était remonté et qu'il avait acquis la notion.
Et deuxième chiffre important aussi, ceux qui arrivaient au didacticiel, donc ceux qui avaient le plus de difficultés, 62% d'entre eux, on a réussi à les, entre guillemets, grâce au didacticiel, à les amener au niveau d'entraînement et de validation. Donc ça voulait dire aussi que nos didacticiels permettaient de faire comprendre et d'apprendre des notions. Mais tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a certains élèves qui sortaient du didacticiel. Oui, les fameux, vous savez que je disais qu'ils loupaient et qu'ils restaient 20 minutes sur un truc. Ceux-là, on s'est dit, OK, comment on peut peut-être les aider ? Côté produit, on a fait ce que j'appelle, moi, une non-fonctionnalité. C'est qu'on a laissé un concept, on a laissé une fonctionnalité, c'est-à-dire que les cartes missions que je vous ai montrées tout à l'heure, si l'enfant il avait envie de recliquer dessus, de la rejouer, on a dit, OK, on laisse le comportement. Et en fait, rien que le fait de rejouer, ça a permis à 50% des élèves de progresser au deuxième passage. C'est une non-fonctionnalité intéressante. Ça veut dire que petit à petit, en rejoignant, ils peuvent aussi progresser. Donc ils revenaient, et ça prouve aussi l'engagement. Ils revenaient sur une mission qu'ils avaient déjà finie et ils la retentaient. Donc ça veut dire vraiment qu'ils avaient envie de continuer à apprendre. Je ne veux pas m'arrêter, j'apprends trop de choses. Ça a été une de mes phrases préférées en panel. On testait une nouvelle mission qui était gérer et organiser des fichiers et des dossiers. Le truc le plus pénible et le plus boring ever qu'un CM apprendre. Hein. Pas vraiment dans la zone proximale de développement, un tout petit peu, au bout de la zone. Et je m'étais dit, on va se casser la figure, ils vont pas avoir envie, c'est vraiment pas fun. Et un élève avait, pour le coup, échoué la mission. Il était didacticiel, il le fait une fois, 2 fois, il n'y arrive pas, il sort. Donc j'ai dit, bon, écoute, si tu veux, tu retournes en classe. Et c'est pas grave, on va l'améliorer, la mission. Il me dit, ah non, moi, j'arrête pas, j'apprends trop de choses. Et un enfant qui ne veut pas s'arrêter alors qu'il est en difficulté, ça veut dire qu'on avait gagné notre engagement, notre motivation et que vraiment on arrivait à les emmener. Pour terminer ce talk, on va revenir un peu à des concepts un peu plus produits, stratégie. On voulait vous donner un peu nos enseignements sur, dès la semaine prochaine, qu'est-ce que moi, ici présent, ici présent, là, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je pourrais mettre en place. En tout cas, nous, grâce à ce retour d'expérience, on voulait vous partager que la vitesse est souvent perçue comme synonyme d'innovation. Vous savez, on a envie de shipper plus, on a envie de déployer des fonctionnalités. Mais l'enjeu réel, c'est pas shipper plus, c'est mesurer un impact utilisateur important. Il faut distinguer vélocité, valeur réelle, c'est-à-dire que on va chercher la création d'engagement, d'usage, plutôt que de vouloir simplement terminer tous les tickets de Jira de notre backlog. Vous voyez, c'est un peu différent comme parallèle. Pareil, on a énormément expérimenté, mais on n'avait pas de pattern, on n'avait pas d'éléments pour nous aider à tester. Vous savez, pour reprendre tous nos KPI, pour revenir du terrain. Et il y a quelque chose qui s'appelle le DIB, que vous connaissez peut-être. C'est Rachel Dubois qui en parle aussi dans une conférence qu'elle a donnée, qui s'appelle « Dans les coulisses des licornes géantes de la tech ». Je vous ai mis le lien ici. Le DIBB, donc c'est une approche Spotify qui dit « Data, Insight, Belief, Bet to Pursue ». Tout simplement, quand vous allez faire un panel, avant d'aller faire un panel, collectez les données intéressantes que vous avez déjà. Ensuite, essayez de collecter les verbatims, donc les données qualitatives que vous avez également. Tout ça, ça va vous permettre de formuler des hypothèses. Exemple, si un élève rejoue 2 fois une mission, alors il va progresser de 50%. Ça, c'est mon hypothèse de base. OK ? Ou si je rajoute qu'est-ce que je pourrais dire ? Je me suis perdue dans mes pensées. Si je rajoute un défi, la moyenne de temps de passage d'une mission sera autour de 10 minutes. OK ? Et ça, c'est très important parce qu'il faut formuler ces éléments-là avant d'aller sur le terrain pour s'assurer que quand vous allez avoir vos retours sur le terrain, vous sachiez exactement si oui ou non vous êtes dans le bon ou pas. Ça, c'est la partie bet to pursue, c'est-à-dire qu'il faut faire des pas d'hypothèses. Il faut mettre des chiffres. Comme ça, vous vous dites, OK, le défi, ça m'a aidé un petit peu, on est de 5 minutes de moyenne à 7 minutes. Mais avant d'aller sur le terrain, il aurait fallu se dire, OK, quel est le temps moyen qui est nécessaire, que j'estime bon, pour dire que la feature marche ? Si vous ne faites pas ça, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire c'est bien, on est passé de 5 minutes à 7 minutes. Tout le monde va vous dire c'est bien, bravo. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire ? Est-ce que vraiment l'objectif, ce n'était pas les 10 minutes ? Du coup,
comment justifier le fait qu'on va vouloir améliorer la fonctionnalité? Ça se trouve, votre stakeholder, il vous a dit, c'est très bien, Estelle, 7 minutes, c'est bien. Mais non, en fait, le réel enjeu, c'était faire 10 minutes. Comme ça, toutes nos missions, elles ont le même temps, on arrive à amener les élèves au même endroit, au même moment. Vous voyez pourquoi c'est différent de faire ça avant et pas après? J'espère que je vous ai bien transmis ça. Donc ça, si on l'avait eu avant, je pense qu'on aurait été encore plus performant. Et dernière slide qu'on voulait vous montrer en termes d'enseignement, c'est que on a adoré, nous, travailler en équipe autour d'un produit. Il faut imaginer qu'un produit, je vais prendre le... Pardon. Un produit, il est fait par plein de personnes, mais si vous êtes que des techs, ou si vous êtes que des personnes qui viennent du même milieu, vous allez forcément faire un produit avec un seul angle de réflexion. Là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réagir ensemble, poker ensemble, concevoir ensemble. Donc ça a été super. Autre point que je voulais vous dire, et je vais forcément faire un coup de pied dans la porte, il faut arrêter les roadmaps. Il faut arrêter les roadmaps. Demain, vous pourrez dire, ou lundi, vous pourrez dire, on arrête les roadmaps. Estelle, elle a dit, non. Les roadmaps de delivery, c'est bien parce que ça nous donne une trajectoire. Je suis OK avec ça. Et je suis OK aussi de dire qu'on n'a pas tous la main sur nos roadmaps parce que, côté business, il y a des features qui sont attendues pour des clients. Aucun problème. Mais dès que vous le pouvez, faites des roadmaps d'expérimentation et non pas de delivery. C'est vos expérimentations, c'est vos POC, c'est vos tests en réel qui vous dira si vous êtes dans la bonne voie ou pas. Si vous voyez quand vous testez que vous avez un impact réel, c'est ça qu'il faudra développer. Ce n'est pas une roadmap de 26 épiques qui se suivent sur lesquelles vous n'avez aucune info de est-ce que ça va marcher ou pas. Vous voyez mon point ? Dernier point, et après on finira par Maya. Le talk de Rachel, il est très, très intéressant parce que Rachel, elle compare un produit à un organisme vivant. Notre application Pix Junior, elle évolue comme un organisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, elle va changer. Quand elle va être testée dans un contexte, elle va évoluer. On va avoir des KPI différents. Et je pense que ce qu'il faut qu'on essaie de faire avec les applis qu'on développe, c'est d'essayer de mieux les comprendre, de les écouter, de mieux comprendre comment elles réagissent. Et ça passe par du test, par des KPI, par cette volonté d'apprendre qu'est-ce qui se passe quand je change certaines choses. Mais Maya, dans tout ça, elle en est où ? Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai encore des moments où je me sens triste, mais j'ai appris que ça valait la peine de continuer. Maintenant, j'ai aussi appris à mieux me servir des outils numériques pour savoir comment réagir et pour me protéger. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, je vous promets qu'un jour, ça ira mieux. L'histoire de Maya, c'est pas un cas isolé, on vous l'a dit. En 2023, je crois, il y a près d'1 million d'enfants qui auraient été victimes de cyberharcèlement selon un article de France Info. Il faut le dire aux enfants autour de vous, demandez de l'aide aux familles, aux accompagnants, aux animateurs, aux enseignants, aux surveillants, et aussi au numéro d'aide que vous connaissez peut-être, qui est le 3018. Numéro d'aide et appli. Et appli très bien aussi. Pour les enfants, ça. Et du coup, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que c'était à nous, développeurs, designers, data analystes, bâtisseurs, de montrer un petit peu l'exemple et de venir faire des outils qui protègent au lieu d'exposer les enfants. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin alors qu'il y avait la nourriture. Allez-y. On n'a pas le temps pour les questions, mais un grand merci.